Donc c'était une couverture tout à fait spéciale concernant ce Parlement arabe qui a fait des activités et des collaborations avec d'autres entités parlementaires de différents points du monde. Justement, encore une fois, avant de commencer notre discussion en ce qui concerne des efforts égyptiens visant à acheminer de l'aide humanitaire et superviser sa distribution dans la bande de Gaza, j'aimerais vous présenter ce rapport. Qu'est-ce que se passe en fait sur le terrain? La crise humanitaire dans la bande de Gaza demeure critique. La pénurie alimentaire, l'effondrement des services médicaux et la menace de famine continuent d'affecter des centaines de milliers de civils, malgré l'arrivée d'aide internationale. Des autorités égyptiennes et agences humanitaires internationales ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur le risque d'une famine imminente si l'accès et les volumes d'aide ne sont pas garantis. Les conditions de sécurité et les interruptions des couloirs humanitaires limitent fortement l'impact des convois. Même lorsque des cargaisons atteignent la frontière, la distribution à l'intérieur de l'enclave reste fragile et insuffisante pour répondre aux besoins massifs. Les rapports égyptiens signalent que la situation sur le terrain exige non seulement davantage de volume, mais aussi des garanties sécuritaires et logistiques pour que l'aide atteigne effectivement les populations vulnérables. Voyons que les convois égyptiens restent l'une des principales lignes d'approvisionnement de colis alimentaires et plusieurs milliers de tonnes de denrées, carburants et fournitures médicales ont été acheminés lors des opérations les plus récentes, mais ces apports restent insuffisants face à l'ampleur des besoins. Donc on trouve que Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, en étroite coordination avec ses partenaires régionaux internationaux, multiplie les efforts pour accroître les volumes d'aide et faciliter leur distribution aux civils. Les autorités égyptiennes rappellent que seule une trêve durable permettra d'alléger véritablement la souffrance de la population. De la part de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, le Norrois a annoncé que 75 000 déplacés dans la bande de Gaza prennent refuge dans 100 bâtiments appartenant à l'agence. Le Norrois a ajouté que ces bâtiments regorgent de déplacés qui souffrent de la pénurie d'eau, de la nourriture et des premières nécessités. Un appel également à la communauté internationale à agir dans le plus bref délai pour protéger les civils et améliorer les conditions de vie dans la bande de Gaza. Donc, comment vous trouvez la situation humanitaire dans la bande de Gaza, justement sur le terrain, malgré les appels, malgré les efforts? Bon, premièrement, on doit dire qu'elle est loin d'être soignée, malgré tous les efforts d'Égypte et le nombre de camions qui rentrent tous les jours pour acheminer les besoins de nourriture, d'eau fraîche et même de pétrole ou bien carburant et tous les nécessités, les besoins et les nécessités primitives du peuple palestinien. Et certainement, on doit parler ici du blocus israélien qui est toujours, qui règne sur la scène, toujours malgré la signature de l'accord de paix qui a été fait par M. Trump lui-même. Et cela montre qu'on est loin d'arriver au calme dont on cherche tous. N'oublions pas qu'Israël continue ses raids et continue ses bombardements contre les Palestiniens et qu'il y a toujours des raisons pour cela. Alors, on peut citer deux raisons d'une manière claire qu'utilise toujours Israël pour continuer ses attaques contre le peuple palestinien. Le premier, qu'elle n'a pas encore reçu toutes les dépouilles des prisonniers israéliens qui ont perdu leur vie à cause de bombardements israéliens. Et ça, c'est vraiment, ça brise le cœur vraiment d'entendre qu'Israël utilise ses propres bombardements pour accuser les mouvements de résistance palestiniens, notamment le Hamas, d'être la raison pour laquelle ils sont en train de
attaquer le peuple palestinien. Ça, c'est d'un côté. Il y a un deuxième côté aussi, qui est l'impunité d'Israël. Israël peut toujours faire tout ce qu'elle veut, parce qu'elle jouit d'une couverture américaine pour tous ses efforts et pour toutes ses agressions contre le peuple palestinien. Et que maintenant, on est dans une situation qui est vraiment très ambiguë, tout simplement parce que personne ne veut déclarer qu'Israël est en train d'attaquer l'accord de paix lui-même. Ce qui est fait, ça, c'est contre la trêve qui a été signée et contre le cessez-le-feu qui a été signé. Alors, mais personne ne veut déclarer qu'Israël attaque cela, parce que cela veut dire que cet accord qui a été signé est témoigné par des dizaines de leaders et de chefs d'État partout dans le monde, que ceux qui étaient présents et ceux qui n'ont pas pu être là, mais cela a totalement décroulé à cause des attaques israéliennes qui continuent sur le peuple palestinien. Juste il y a 2 jours, pendant 24 heures, Israël a tué plus de 100 personnes, dont presque la moitié sont des enfants et des femmes, et même plus. Alors, comment est-ce qu'on peut attendre que cette paix soit là? Et cela va sûrement avoir des implications et un impact direct sur les efforts égyptiens de reconstruction. Qui sera va ignorer les raisons et continuer à penser à pouvoir contribuer de financement pour la reconstruction de Gaza, si tout ce que je vais construire aujourd'hui sera bombardé par Israël demain. Alors, il y a certainement un but derrière tout ça, un but général, qui est qu'Israël veut toujours forcer son hégémonie sur la bande de Gaza et de montrer au monde entier qu'elle est toujours en contrôle malgré tous les appels signés, et que vous êtes loin de restaurer la paix, vous êtes beaucoup plus loin d'avoir un État palestinien. Et c'est exactement le but d'Israël. Pour vous, elle fait cela, sans compter certainement la peur qui règne parmi les enfants, les femmes et les âgés dans la bande de Gaza. Terroriser les civils. Israël essaie de terroriser les civils, terroriser et tout le monde. Et dans ce cadre, on vient de proposer il y a quelques minutes notre premier reportage qui a jeté la lumière sur le Parlement arabe qui a tenu samedi une séance consacrée à la situation dans la bande de Gaza. Les discussions ont porté sur les graves répercussions humanitaires du conflit, les efforts arabes et internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu durable, ainsi que pour parvenir à une sorte de faire la priorité, la nécessité d'assurer la protection des civils, de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Comment vous trouvez l'importance de faire de telles réunions de la part du Parlement arabe et une sorte d'extension des efforts parlementaires avec d'autres parlements de différents pays du monde, comme le Parlement Caïbe qu'on vient de proposer durant l'interview? Alors, dans des circonstances normales où il y a un respect des règles de confrontation, des règles de guerre, des règles de combat, alors ces réunions peuvent avoir une valeur extrême. Mais malheureusement, parce qu'on est en train de jouer avec un État qui ne respecte ni le droit international, ni les droits de l'homme, ni les droits même humanitaires basiques des êtres humains. Alors dans ce cas, malheureusement, ces efforts diplomatiques qui devaient avoir vraiment un fruit assez fort et constituer une pression très forte sur Israël, ne le fait pas. Pour la simple raison que c'est toujours les États-Unis qui tiennent à la main les clés de la solution. Les États-Unis peuvent, comme ils l'ont fait déjà, les États-Unis ne peuvent plus dire qu'on ne peut pas ou qu'Israël n'obéit pas. Parce que quand elle le veut, elle le fait. Quand elle a voulu forcer Israël, même avant que le président Trump prenne le pouvoir en 20 janvier cette année, elle a pu forcer Israël à accepter un cessez-le-feu. Vous vous souvenez tous de cela. Et puis après, il y a eu plusieurs pressions
sérieuse de la part des États-Unis, Israël ne peut toujours pas dire non. Alors, cette fois qu'Israël continue avec ces massacres contre le peuple palestinien, cela, d'une manière indirecte, dit que les États-Unis sont OK avec ces attaques. Ouais. Et je trouve que là, il y a une certaine, je ne veux pas dire hypocrisie, mais double standard. J'aimerais bien sûr rentrer dans les détails de ce que vous avez dit, parce que vous avez évoqué plusieurs éléments. Justement, j'aimerais poser la question en ce qui concerne, premièrement, le rôle égyptien sur le plan humanitaire. On parle des camions d'aide humanitaire qui ont commencé à entrer en Égypte jusqu'à ce que, plutôt en Gaza, de la part de l'Égypte, dans le cadre de ces convois qui s'appelle Zad al-Izza de l'Égypte à Gaza. On parle de la 65e convoi de Zad al-Izza. Comment vous trouvez les efforts égyptiens dans cette bataille humanitaire? Les efforts égyptiens commençons dès le début. Depuis le premier jour de cette guerre, et l'Égypte a pris en responsabilité, que ce soit de point de vue sécurité nationale, que ce soit de point de vue, un mot qu'on a oublié il y a un grand moment et que l'Égypte n'a jamais oublié, celui de la solidarité arabe. Ouais. Il y a une solidarité arabe que l'Égypte respecte et que l'Égypte travaille. C'est peut-être pas le cas pour tous les pays, mais c'est le cas de l'Égypte. Alors, depuis le premier jour, l'Égypte a toujours essayé d'acheminer le plus grand nombre de camions et d'aides humanitaires et médicales pour le peuple palestinien. Et je pense qu'il n'y a pas d'indice plus clair que l'Égypte, jusqu'à maintenant, a contribué à plus de 80% de toute l'aide humanitaire qui a été acheminée pour les citoyens de Gaza. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Égypte, malgré le blocus d'Israël et malgré la nécessité de la part d'Israël d'ouvrir plus ce blocage, l'Égypte continue à déployer ça. Un mot très important à citer ici, c'est que l'Égypte, pendant toute la période de la guerre qui a duré plus de 2 ans, n'a jamais fermé ses frontières, n'a jamais fermé la frontière de Rafah avec le peuple palestinien. Je sais que c'est devenu banal de répéter ce mot-là, mais il est très important parce que cela représente la position constante de l'Égypte vis-à-vis ce conflit sanglin contre le peuple palestinien. Et j'aimerais bien qu'on utilise toujours que cette guerre est contre le peuple palestinien. Je ne veux pas qu'on utilise toujours, comme les médias occidentaux, qui utilisent toujours la guerre contre Israël et le Hamas. Ouais. Non, c'est pas contre le Hamas, c'est contre le peuple palestinien. La majorité des morts. Et on fait oublier, on essaye de faire oublier le monde entier qu'il y a une sorte de résistance palestinienne contre l'occupation israélienne. Exactement, et c'est une résistance légitime. Légitime. Parce que cette résistance, selon la Charte des Nations Unies, c'est un devoir de la part des Palestiniens de défendre leur propre pays. Un dernier mot, et qui est très important pour définir cela, est-ce que vraiment, comme on le cite toujours, le Hamas a traversé les frontières d'Israël le 7 octobre? Ça, j'en suis pas sûr. Parce que pour être sûr, Israël doit premièrement déclarer ses frontières officielles. Israël n'a jamais, depuis la déclaration de son indépendance en 1948, n'a jamais déclaré où sont ses frontières officielles, les frontières légitimes qui doivent être reconnues par les Nations Unies pour pouvoir trancher que les Palestiniens ont traversé ces frontières-là. On sait qu'il y a des frontières avec l'Égypte, cela a été signé, mais avec les autres pays, est-ce que c'est toujours comme ça le cas? Les occupants israéliens ont dit que jusqu'à la dernière botte, je crois, des soldats de l'occupation israélienne, donc ça sera effectivement. Les et c'est ça le but d'Israël. de ne jamais déclarer des frontières claires pour l'État d'Israël. Que ça soit avec la Syrie, que ce soit avec le Liban, que ce soit certainement avec l'État palestinien qui est reconnu, maintenant on peut l'appeler l'État palestinien, qui est reconnu avec une majorité écrasante parmi les pays des Nations Unies. Avant d'arriver aux Américains, j'aimerais bien sûr jeter plus de lumière sur la solidarité arabe, la situation arabe, mais aussi
sur les appels à faire une conférence pour la reconstruction dans la bande de Gaza. Donc, j'aimerais, avant d'entamer de nouvelles discussions en ce qui concerne ce sujet, de vous proposer, chers téléspectateurs, ce reportage concernant le gouvernement égyptien qui finalise les préparatifs de la conférence internationale sur la reconstruction de Gaza, prévue prochainement au Caire, prévue pendant ce mois. Les explications tout de suite. L'Égypte maintient un rôle opérationnel direct. Elle continue d'organiser des convois humanitaires, d'ouvrir et de gérer le point logistique et de coordonner avec l'ONU et d'autres partenaires pour superviser la distribution des aides depuis la frontière de Rafah. Les autorités ont multiplié inspections, entrepôts et mécanismes de convoyage pour assurer la traçabilité et la mise à disposition des biens humanitaires. Le gouvernement égyptien souligne aussi la nécessité d'un cadre sécurisé et d'accords politiques pour garantir le passage ininterrompu de l'aide. Les responsables égyptiens appellent à la mise en œuvre complète des accords de cessez-le-feu et à des mesures qui empêchent l'instrumentalisation de l'aide afin qu'elle arrive rapidement aux civils qui en ont besoin. Cette position a été réaffirmée dans des déclarations ministérielles et communiqués officiels récents. Sur le terrain logistique, l'Égypte a intensifié la cadence des convois et multiplié la coopération avec des organismes, PAM, ONU ou ONG reconnus, pour garantir la distribution et éviter les détournements. Les médias d'État rapportent les bilans réguliers des quantités livrées, denrées, carburant, matériel médical et décrivent des opérations de contrôle conjointe égypto-internationales pour la remise aux bénéficiaires. Donc, avant de commencer encore une fois notre discussion à propos de ce sujet de la conférence sur la reconstruction de Gaza, je dois vous rappeler que l'événement vise à mobiliser les financements et les partenariats nécessaires pour réhabiliter les infrastructures essentielles à rappeler logement, plutôt réseau d'eau et d'électricité. L'Égypte réaffirme que la reconstruction doit s'effectuer dans le respect de la souveraineté palestinienne, du droit international, sans déplacer la population et sous supervision civile. Plus de détails dans ce commentaire. L'Égypte se positionne en hôte et coordinateur pour la phase de relèvement. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministère des Affaires étrangères ont confirmé que le Caire organisera en novembre une grande conférence internationale consacrée à la reconstruction précoce et au redressement de Gaza avec l'objectif d'agréger aide, plans techniques et engagements financiers internationaux. Les annonces officielles égyptiennes insistent sur une reconstruction qui préserve la population locale et exclut tout déplacement forcé. Le ministère des Affaires étrangères effectue une intense diplomatie d'avant-conférence pour assembler l'appui bilatéral et multilatéral en insistant sur la nécessité d'un cadre politique assurant sécurité, déminage et accès humanitaire durable. Des missions diplomatiques et consultations techniques sont en cours afin d'établir des feuilles de route, infrastructures, santé, approvisionnement en eau, logement temporaire et des mécanismes de coordination post-conférence. La reconstruction doit être conduite sans déplacement des Palestiniens, avec respect du droit international et de la souveraineté palestinienne, et nécessite des garanties pour la sécurité des travailleurs, des ONG et des convois. L'Égypte appelle la communauté internationale à transformer les promesses en engagements concrets et à fournir des volumes suffisants et durables d'aide financière et matérielle.
Donc notre ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelati, a appelé aujourd'hui à l'importance de l'application complète de l'accord de cessez-le-feu et d'entamer le processus de relèvement ou de reconstruction rapide du secteur de la bande de Gaza. Il a fait ça lors d'un entretien téléphonique avec le conseiller britannique à la sécurité nationale, Jonathan Powell. Ma question porte sur l'importance de cette conférence de la reconstruction de la bande de Gaza. Vous venez de dire la solidarité arabe. Est-ce que, ou à quel point les Arabes sont unis sur la forme à travers laquelle nous pouvons reconstruire la bande de Gaza? Alors il y a ici deux points que vous venez d'évoquer. Premièrement, avant même de commencer dans ces deux points, je veux parler de quelque chose de très important que vous avez vous-même, vous venez de citer dans votre commentaire. C'est que le docteur Badr Abdelati a parlé premièrement de la nécessité de respecter le cessez-le-feu et deuxièmement après les efforts de la reconstruction de Gaza. Et pourquoi ce lien? Tout simplement parce qu'on ne peut pas commencer à entamer une vraie reconstruction de Gaza si Israël ne va pas respecter cela. À quoi ça sert de construire des routes, des immeubles, des infrastructures très nécessaires pour la population palestinienne si Israël viendra le lendemain pour bombarder tout cela? Alors à moins qu'il y ait un respect constant de ce cessez-le-feu et de respecter la signature de l'accord sous le témoignage des États-Unis d'un certain cessez-le-feu et d'une trêve durable entre les Palestiniens et les Israéliens et les Palestiniens, alors on ne peut pas vraiment bouger à la deuxième phase qui parle de la reconstruction de Gaza. Parce qu'il n'y aura pas, et je vous le dis franchement, il n'y aura pas vraiment de financement, de vrai financement. Qui va financer pour payer de l'argent, pour mettre des efforts, pour reconstruire ce qu'Israël va rebombarder? C'est pas logique. Et d'ici, on peut répondre à votre deuxième question, qui est celle de est-ce que tous les Arabes? Non, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Non, on n'est pas tous sur la même page. Même les pays du Golfe ne sont pas unis. Il y a des positions différentes. La situation est vraiment très ambiguë. Maintenant, quand on parle, par exemple, des efforts de la reconstruction des dégâts en Ukraine, c'est qui doit reprendre une bonne partie de cela selon plusieurs instances internationales et occidentales? C'est la Russie, parce que c'est la Russie qui a bombardé ces installations civiles ou ces installations d'infrastructures. Mais quand on parle d'Israël, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Israël qui va repayer pour les dégâts qu'elle a causés. Non, pas du tout. C'est les pays du Golfe qu'on demande de reconstruire la bande de Gaza. C'est encore une fois un double standard. Et ce n'est pas seulement à ce niveau. Il y a des dizaines d'autres niveaux. On est en train d'appliquer, je pense, la 18e ou le 19e paquet comment dirais-je, des sanctions contre l'État russe. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à avoir un consensus sur le premier paquet contre Israël. Israël, jusqu'à maintenant, je vais prendre un exemple très simple, jusqu'à maintenant, elle joue ses matchs de foot et ses matchs de sport et ses matchs olympiques parce que personne n'a voulu éliminer Israël de toutes ces compétitions, et ça a pris 4 jours après les attentats russes contre l'Ukraine pour dépriver la Russie de participer dans les Jeux olympiques ou les Jeux du foot. Alors là, c'est encore une fois le double standard. Dans le cadre de ce que vous venez de dire, donc comment vous observez ou commentez l'arrivée d'une délégation diplomatique italienne qui entame aujourd'hui une visite au Moyen-Orient afin de tenir de nouvelles réunions et de préparer la conférence sur la reconstruction de Gaza prévue ce mois ici au Caire. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a affirmé que le monde arabe est pleinement engagé dans ce processus, sinon que l'objectif ultime est d'instaurer la paix dans toute la région, de créer des conditions de développement du progrès. Tajani a insisté sur la nécessité de soutenir les efforts entrepris, les résultats obtenus jusqu'à présent, et a également réaffirmé l'importance d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Votre commentaire?
Alors vous ne trouvez pas que ça c'est vraiment rigolo? C'est que personne n'évoque l'État d'Israël et que tout le monde évoque les pays arabes, les pays riches, de payer pour la reconstruction de Gaza sans même demander à Israël de promettre de ne pas bombarder les installations qui seront faites. Et là, je trouve que cela veut dire seulement une seule chose devant nous, parce que je ne veux pas qu'on me comprenne de travers. Les efforts diplomatiques doivent continuer, les pressions diplomatiques sur Israël doivent continuer. Mais là, parce que vous venez d'évoquer l'Italie, alors moi j'ai besoin de parler de deux choses. L'hypocrisie européenne, l'hypocrisie occidentale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une grande majorité de pays, notamment la France, l'Angleterre, l'Irlande, pas l'Irlande parce que l'Irlande a une situation qui est beaucoup plus avancée sur les autres, mais je parle de beaucoup de pays occidentaux qui ont reconnu l'État palestinien. L'État palestinien ne se tiendra pas debout, ne sera pas indépendant simplement avec votre reconnaissance. Vous devez prendre des étapes, continuer les efforts et l'aide diplomatique et politique pour Israël tel que l'était avant ne pourra pas continuer. On ne pourra pas continuer, comme le dit l'expression anglaise, business as usual, avec l'État d'Israël, malgré qu'on vient de reconnaître l'État palestinien. Ce n'était pas un devoir éthique, c'était un devoir diplomatique. Vous devez maintenant commencer à supporter et à soutenir cet État pour qu'il puisse se lever, pour qu'il puisse se dresser, pour qu'il puisse réclamer son indépendance. Et comment cela? À travers deux étapes claires, il n'y a pas de troisième étape. Premièrement, prendre des sanctions concrètes contre l'État d'Israël s'il continue ses violations contre la trêve dont on vient de signer. Et deuxièmement, supporter et soutenir l'État palestinien pour qu'il puisse, d'une manière positive, prendre son droit de son autodétermination pour réclamer son État avec, comme le président Sisi vient de le dire, sur les territoires du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Encore une fois, en tant qu'un observateur diplomatique qui a beaucoup d'expertise, des expériences diplomatiques et politiques sur le terrain, comment vous placez la visite de la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, qui s'est rendue au centre de coordination civilo-militaire géré par les États-Unis, qui surveille le cessez-le-feu à Gaza depuis le sud d'Israël. La presse israélienne a cité la responsable américaine qui a déclaré que 16 pays et 20 organisations non gouvernementales travaillent actuellement au sein de ce centre, notamment à travers les échanges de renseignements. Elle doit également avoir une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu plus tard dans la journée. Votre observation, votre remarque, votre commentaire? On ne peut pas nier qu'il y a toujours une distribution de rôles entre les États-Unis et Israël. Ouais. Il y a toujours une alliance stratégique entre les deux pays et que jamais, à aucun point, le président américain, même dans ses rages les plus fortes, s'est prononcé contre l'État d'Israël. Peut-être contre le Premier ministre de temps en temps, contre quelques ministres israéliens, mais jamais contre l'État d'Israël. Alors il y a toujours une organisation entre les deux. Et que les États-Unis, jusqu'à maintenant, ils disent que la trêve tient debout. Et je ne sais pas comment est-ce que cette trêve tient debout si on est arrivé à tuer 100 personnes pendant une seule journée, pendant 24 heures. Et des visites provocatrices à la mosquée d'Al-Aqsa, ainsi de suite. Pas seulement ça. Je parle de la vie humaine qui est beaucoup plus sacrée, qui est beaucoup plus sacrée. Et moi, je trouve que si Israël ne va pas respecter, je veux savoir exactement cette responsable américaine, qu'est-ce qu'elle a à dire à propos de ces violations contre la trêve signées par le président américain lui-même en tant que témoin, qu'il y a eu un accord. Est-ce qu'elle est d'accord avec cela? Est-ce que l'administration américaine est d'accord et que cela ne constitue pas une violation à la trêve déjà signée? Permettez-moi de vous arrêter un peu sur ce point. On a dit que Benjamin Netanyahu, qui est appelé Baby
on Bibi. parle avec Bibi. Et il y avait où Donald Trump s'est transformé avec son équipe américaine, les vice-présidents, différents ou grands diplomates américains sont devenus des babysitters pour ce baby, pour le Premier ministre. Donc, ils parlent, l'équipe ou les membres de l'équipe américaine parlent qu'ils se rencontrent dans le chemin entre Washington et Israël. Est-ce que, donc, à travers ces paroles, il y a des efforts sincères sur le terrain déployés par l'administration de Donald Trump? Alors, je pense qu'on a tous vu comment est-ce que M. Donald Trump, le président américain, qui est attendu à Sharm el-Sheikh pour pouvoir assister à la cérémonie de la trêve, a pris son temps largement en Israël, avec des blagues un peu distribuées partout, avec des intimités avec tous les responsables israéliens, et que comment il a demandé pour la peut-être deuxième ou troisième fois un pardon pour les crimes de corruption du président, du Premier ministre israélien. Les relations sont vraiment trop étroites. Et elles sont étroites au point où on ne peut pas différer où est la fin des positions israéliennes et le début des positions américaines. Donc c'est toujours un enfant gâté, mais il y a un babysitter qui essaye de dire non, ne fais pas ça parce que vous jouez de feu. Non, votre point de vue c'est non. Et donc, avant de clôturer cette édition, j'ai ce document américain officiel qui a été cité par le site Axios. C'est un site de renseignement américain, proche de renseignement américain. Il a dit que Washington a soumis un projet de résolution à plusieurs membres du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à établir une force internationale dans la bande de Gaza. Axios a dit que ce projet de résolution accorderait aux États-Unis, aux pays participants, un large mandat pour administrer la bande de Gaza et assurer la sécurité jusqu'à la fin de 2027. Votre commentaire? Premièrement, avant de commencer à ce plan et avant de discuter des pays qui vont contribuer, et que ces pays ne doivent pas être seulement des pays qui sont en train de soutenir l'État d'Israël, et que ces pays vont vraiment observer une vraie trêve qui va prendre sa place sur le territoire israélien, palestinien. Je pense que avant tout, on doit arriver à un vrai cessez-le-feu. Une fois qu'on a ça, on peut parler de toutes les autres questions en discussion actuellement, telles que la reconstruction de Gaza, telle que cette force multinationale qui va régner sur Gaza, telle que, même si on va parler, n'oublions pas qu'au début de cet épisode, il y avait deux points qu'on devait évoquer et que j'ai pas eu le temps d'évoquer. La première, c'est le désarmement de Hamas et comment est-ce que ce désarmement sera fait sans un vrai horizon politique. Ce document vise, selon des comptes, ces missions incluraient également la destruction, la prévention de la reconstruction des infrastructures militaires ainsi que le désarmement des factions, armées. Exactement. Toutes les factions Alors on est en train d'ôter tout moyen de défense du peuple palestinien sans lui donner une vraie promesse d'un horizon politique, d'avoir un pays indépendant. Je peux dire, cette feuille d'accord, de route ou d'accord qui a été fait à Sharm el-Sheikh, peut-être c'est une feuille pour atteindre les buts israéliens qui n'ont pas été atteints par la guerre. Oui ou non, parce que un seul mot. Les États-Unis peuvent toujours appliquer ce document s'ils le veulent. Et c'est ce qu'on attend. Merci beaucoup, notre ambassadeur, notre ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, Medhat Migui. Merci beaucoup. Merci à vous. Même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite dans le programme sur votre chaîne Alternatives Internationale. Au revoir.